Puisque vous voulez me faire détester encore plus, je vais parler de mon intérêt pour la tauromachie. Bon, mon intérêt pour la tauromachie, c'est venu tout à fait par hasard. De corrida que j'ai vu, je ne sais plus quand, dans les années 60, en Espagne. Et puis c'est quand même quelque chose de pas ordinaire. Donc j'ai un peu voulu creuser la question, voir ce que c'était, d'où ça sortait, qu'est-ce que c'était que ces animaux. Bon. Alors, déjà, c'est des animaux magnifiques. Quand on voit un taureau débouler dans l'arène, tout vibrant d'anémosité, prêt à encorner le monde entier, c'est impressionnant. Tout aussi impressionnant est le courage du torero qui risque sa vie. Et il y a une notion que j'ai trouvée dans mes enquêtes sur les animaux, en milieu paysan français, c'est la notion de bête-leu. Dans certaines campagnes, on appelle bête-leu quelqu'un qui, sans avoir reçu de formation différente de tout le monde, a le don des animaux. C'est naturellement, spontanément, ce qu'il faut faire pour approcher un animal dangereux, ou pour dresser un animal, ou pour faire à un animal ce que personne d'autre n'arrive à faire. Bon, un don. Donc, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Est-ce que c'est de l'empathie? Est-ce que c'est une sensibilité à fleur de peau? Est-ce que c'est une forme d'intelligence particulière? En tout cas, pour moi, ça reste mystérieux. En tout cas, pour moi, le torero, c'est forcément un bête-leu. Sinon, il sera encore né un jour ou l'autre. Même d'ailleurs, c'est un bête-leu. Parce que quand il est au milieu de l'arène et que le taureau déboule dans l'arène, il a une demi-minute, une minute, 3 minutes, grand maximum, pour comprendre si le taureau va plus ou moins baisser la tête ou la lever, s'il va plutôt attaquer de la corne droite ou de la corne gauche. Et ces informations-là sont vitales pour lui. Donc, vraiment, c'est un bête-leu. Mais alors, bon, pour moi, ça reste mystérieux, ce que c'est qu'un bête-leu. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans la tauromachie. Et puis, là aussi, il n'y a pas deux animaux différents. Ce taureau qui va à la pique, et quand on le pique, loin de fuir, de s'enfuir, de couiner de douleur et de s'enfuir, non. Il en veut, il revient. Bon, ça, c'est une race particulière de taureaux. Comment elle se distingue, je ne sais trop rien. C'est une sécrétion d'endorphine particulièrement élevée. Est-ce que c'est le mode d'élevage? C'est vrai que c'est un mode d'élevage en liberté presque totale. Alors on peut dire, bon, c'est barbare, c'est sauvage, c'est cruel. Bon, il est vrai que le taureau, dans l'arène, il en chie pendant 20 minutes. Mais enfin, il a 5 ans quand il arrive dans l'arène, et pendant 5 ans, il a une vie de rêve. Hein, que n'a aucun autre bovin d'aucune sorte. Bon, voilà. Voilà, c'est mon péché. Chacun a sa péché. Quoi d'autre sur les animaux?
peut-être vous avez évoqué ou sur autre chose. Oui, oui. Vous avez évoqué le cas français, etc. L'espèce d'augmentation là, du nombre d'animaux qu'on domestique ou qu'on trouve comme animaux de compagnie, en quelque sorte. Donc je ne sais pas si vous voulez un peu expliquer ce phénomène-là. Parce qu'on voit aujourd'hui, on peut adopter des lézards, des crocodiles, des serpents. Enfin, donc, Ah sur, oui, euh, les NAC. sur ne serait-ce qu'un demi-siècle, on voit qu'il y a une extension considérable aussi de. Oui. Enfin, Oui, c'est les NAC, c'est le phénomène des NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Bon, euh, bon oui, c'est un phénomène qui prenait de l'importance à tel point qu'il y avait dans les écoles vétérinaires des enseignements spécialisés sur la médecine des NAC. Bon, cela dit, c'est, je crois que ça restera limité dans le temps et que ça régressera parce que là aussi c'est fondé sur des espèces de fantasmes. De même que. Alors, dans la possession d'animaux domestiques, il y a plusieurs types de. Il y a ce que j'appelle un mode de comportement qui est typiquement masculin, c'est le, le prototype du dresseur. Alors, moi, j'habite près du bois de Vincennes, j'ai souvent suis allé observer le comportement des gens avec leurs animaux de compagnie. Alors, le type du surdresseur, c'est le type qui a son chien qui gambade, et puis dès qu'il se sent observé, c'est au pied, derrière. Voilà. Et alors ça s'oppose au type de comportement maternant qui est plutôt lui féminin, bisous sur la truffe, etc., etc. Pourquoi je vous disais ça Ah oui, les NAC, les NAC. Alors les NAC, là aussi, c'est fondé sur. Je sais plus où j'avais vu ça. C'est dans un petit film, un documentaire, je sais pas. Un mec qui avait il était filmé dans sa voiture avec un gros lézard qu'il avait sur l'épaule pendant qu'il conduisait, pas très prudent, et il caressait son lézard comme ça. Et il disait, oh mais oui, regardez. Alors quand la main approchait de la tête, on voyait le lézard qui fermait les yeux. Alors à mon avis, il avait peur de prendre une baigne, mais non, l'autre lui dit, regardez, il ferme les yeux de plaisir, mais il faut, quand je le caresse, surtout il faut le caresser dans le sens des écailles, hein, faut pas. Bon. Alors là aussi, il y a tous ces fantasmes, il y a aussi le fait qu'on s'est aperçu que parmi les nains, il y avait beaucoup d'espèces dont le commerce, l'importation et le commerce sont interdits. Donc là, je crois que ça va donner un coup de frein au phénomène. Bon, encore une fois, je crois que ce phénomène-là, ça procède d'une incapacité à distinguer les animaux, à comprendre que une espèce n'est pas comparable à une autre, que toutes les espèces animales sont pas pareilles. Sur le fétichisme. le Fétichisme. fétichisme. Ah, le Oui. pétichisme, oui, ben c'est ça, le pétichisme, c'est l'amour irrationnel, irréfléchi, inconditionnel pour les animaux de compagnie, oui. Pour lesquels tout est permis, rien n'est trop beau, rien n'est trop cher, et qui sont traités aussi bien que nos enfants, mieux quelquefois. Ouais. Bah, à Montréal, il y a un hôtel dédié aux animaux, aux chiens, pour les garder. Oui, oui. Avec, ils ont un petit lit forgé, le plancher chauffé, la télévision. Ouais. Bah, bon, d'un point de vue, on peut toujours dire que ça vaut mieux que de les abandonner sur le bord de la route, les mettre dans des pensions, mais enfin là aussi, les pensions, les animaux, ils s'en foutent complètement d'avoir tous ces. Et quel regard vous portez aussi sur la chasse, enfin l'évolution de la chasse comme institution? Est-ce que ça. Bon, On voit d'un côté le point de vue des chasseurs, et encore quand même
jouent un rôle important dans le politique, et de l'autre, on a l'impression que, enfin, vu de plus loin, ce sont des chasses qui sont vraiment fabriquées il y a, il y a- de il y a manière très artificielle. il y a Quoi. chasse et chasse. Il y a les chasses comme on voyait faire Giscard d'Estaing, où il y avait des lâchers de faisans, et puis ensuite on voyait des tableaux, des dizaines et des dizaines de faisans tirés comme des poulets. Bon. Et puis il y a la chasse, loisir, pourquoi pas. Il y a la chasse régulation aussi. Alors la chasse évolue beaucoup parce que le nombre des chasseurs diminue et la population de chasseurs vieillit. Parce que la chasse populaire et la chasse par laquelle venaient les jeunes, c'est la chasse devant soi pour le petit gibier. Lapin, lièvre, perdrix, faisan. Il n'y en a plus, petit gibier. Sous différentes, du fait notamment des nouvelles techniques agricoles qui entraînaient la diminution de ces petits gibiers. Donc il n'y a plus de chasse populaire. Il reste la chasse au gros gibier, qui est sans doute nécessaire, parce que, notamment pour les populations de sangliers, qui sont une vraie nuisance. Donc il faut bien réguler ces populations-là. Bon, là aussi, c'est très, très controversé. Je ne saurais pas trop m'avancer dans ce débat parce que les avis sont contradictoires et j'avoue que j'ai du mal à trancher entre les uns et les autres. Ceux qui disent que... ceux qui reconnaissent que cette chasse régulation est nécessaire, et puis ceux qui disent, moi, cette chasse-là ne m'intéresse pas. Être planqué et puis tirer sur des sangliers qui sont rabattus vers des tireurs embusqués, c'est pas intéressant. Oui, c'est un monde en profonde, et une activité en profonde transformation. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Alors il y a la chasse à courre, qui est évidemment très critiquée. Je vois pas très bien pourquoi. C'est une chasse sportive, écologique. C'est un animal qui est chassé, qui est choisi. En général, c'est un grand mâle. On évite de chasser les femelles. Et puis il y a le travail avec les chevaux, le travail avec les chiens, les chiens de meute. Alors là aussi, il y a eu des trucs. Quand il y a eu cette pauvre femme tuée par un chien, évidemment, tout le monde est tombé à bras raccourcis sur les chasseurs à courre en disant c'est les chiens de meute, mais les chiens de meute jamais n'attaqueraient un homme, jamais. D'ailleurs, l'enquête a bien montré que c'était le propre chien du compagnon de cette femme qu'elle promenait qui l'a attaqué. De toute façon, faut peu connaître les animaux pour dire que c'est les chiens de meute de chasse à courre qui ont tué cette pauvre femme, parce que avant de s'attaquer à la femme, il serait d'abord attaqué au chien. Bon, alors le chien, non. Enfin, tout ça m'énerve un peu, à vrai dire. Tout ça m'énerve. Cette méconnaissance des animaux qui biaisent toujours le débat, qui font des débats sans intérêt, sans objet, ça m'agace profondément. Et donc, inversement, vous imaginez, vous entrevoyez comment la suite de recherches à faire sur les animaux, sur les rapports? Les recherches à faire, il y a toujours des recherches. De toute façon, je dis toujours à mes étudiants, il n'y a pas de sots sujets, il n'y a que de sottes façons de traiter les sujets. Bon, oui, pourquoi pas. Enfin, il faut bien savoir de quoi on parle, encore une fois. Bien décrire les phénomènes et puis voir ce qu'on peut y ajouter en interprétation. Mais bien décrire exactement les phénomènes.